Dans ce journal, une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité. Suite aux attaques du 2 mars dernier, les organisations de la société civile sonnent la mobilisation à Bobo-Dioulasso pour manifester la solidarité du peuple au FDS et dire non au terrorisme. Une réconciliation contre toute attente entre le président Kenya et son principal opposant Uhuru Kenyatta et Raila Odinga à l'issue d'une rencontre surprise ce vendredi à Nairobi promettent de réconcilier le pays. La rencontre s'est déroulée à quelques heures de la visite officielle du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, mobilisation à Bobo-Dioulasso pour soutenir les forces de défense et de sécurité durement éprouvées par les attaques terroristes du 2 mars dernier. À l'appel des organisations de la société civile, les populations battent le pavé pour marquer leur soutien au FDS et leur détermination à participer activement au combat contre le terrorisme. L'on envisage la mise en place de cellules de veille citoyenne pour accompagner la lutte. La marche a lieu mercredi. Manekahien Moumouni Barou. Ils étaient nombreux, les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso, à battre les macadams sur l'avenue Charles de Gaulle pour dire non au terrorisme. Partis de la bourse de travail, les différentes organisations de la société civile rejoignent les gouverneurs. À travers cette marche, elles expriment toute la solidarité de la population des Hauts-Bassins aux forces de défense et de sécurité pour les sacrifices rendus à la nation, notamment lors des attaques terroristes du 2 mars dernier à Ouagadougou. Le message n'est rien d'autre, c'est pour dire que le peuple burkinabé reste et restera toujours uni. Le peuple burkinabé reste indivisible et à travers cette grande mobilisation, nous voulons vraiment montrer à ces terroristes, à ces forces négatives, que le Burkina ne va jamais se laisser à leur sort. Les autorités administratives et communales de la région sont de cœur aussi avec la population. De leur côté, elles condamnent avec la dernière énergie l'acte ignoble commis à Ouagadougou par les terroristes. Votre mobilisation de cet après-midi prouve que le peuple burkinabé demeure debout. Debout contre les ennemis de la nation, debout contre le terrorisme, debout contre les malfaiteurs. Nous ne pouvons pas nous accommoder de terrorisme dans notre pays. Nous ne pouvons pas vivre avec le terrorisme au Burkina Faso. Cette marche pour dire non au terrorisme se termine par ce dépôt de gerbe au rond-point des Nations de Bobo-Dioulasso. Une gerbe pour rendre hommage aux 8 soldats tombés lors de la tragédie du 2 mars dernier. Pour les populations des Hauts-Bassins, plus jamais ça au Burkina. Autre point de l'actualité, les parlementaires qui entendent jouer à fond la carte de la promotion et de la protection des droits des enfants se forment en amont sur la question. Ils réfléchissent depuis hier à Ouagadougou sur les solutions pour mettre fin au travail des enfants. Au terme de cet atelier organisé par l'Union interparlementaire, les députés devraient être au centre de la lutte par les initiatives qu'ils entendent développer. Frédéric Essien Bassenga pour les détails. Le réseau des parlementaires burkinabés pour la promotion et la protection des droits des enfants veut aller vite dans la mission qu'il s'est assignée. En collaboration avec l'Union interparlementaire, Bertie Sakandé et ses collègues députés réfléchissent sur les actions à mener pour endiguer ce fléau. Protéger les enfants de la violence, de l'exploitation et des abus est un impératif moral. Un impératif urgent car, dans le monde, des millions d'enfants sont les victimes d'inexcusables actes de cruauté. Ces enfants ont besoin de notre aide maintenant. Et nous devons les aider, chers collègues. Les aider à travers des lois que nous votons, à travers des interpellations, à travers la sensibilisation, et j'en passe. Dans cette mission, le réseau des parlementaires peut compter sur la présidence de l'Assemblée nationale qui a pris toute la mesure de l'ampleur du phénomène. La présente rencontre pose un débat de fond qu'aucun État
de la CEDEAO ne peut en été contourné dans un processus de promotion inclusive des droits de l'homme. Ce constat est d'autant vérifié que nous continuons d'être tous les jours des témoins dans nos différentes localités de la traite et du travail des enfants. Cette question ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a survécu jusqu'à nos jours, et c'est à ce titre qu'il est tout à fait normal et important de lui accorder le maximum d'attention si l'on veut y mettre fin, y mettre un terme définitif. Concrètement, ces députés vont faire l'état des lieux de la traite et du travail des enfants au Burkina avant de dégager les pistes qu'ils devront emprunter pour mettre fin à ce fléau. Et des jeunes filles du Grand Ouest à l'école du leadership féminin, 50 filles bénéficient à Bobo-Dioulasso d'une formation dont l'ambition est de susciter en cette jeunesse l'envie de participer activement à la gestion de la chose publique. Manékarien Ali Traoré. Elles sont au total 50 filles membres des directoires d'associations. Venues de la Boucle du Monde, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins, elles sont ici à Bobo-Dioulasso, à l'école du leadership au féminin. Initiée par le réseau Afrique Jeunesse, cette formation vise à éveiller la conscience de ces jeunes filles sur leur participation à la vie socio-économique et politique au Burkina Faso. L'exercice du leadership, selon que vous soyez femme ou homme, ce n'est pas la même chose. Les qualités recherchées pour être un bon leader, ce n'est pas toutes les qualités qui marchent avec les femmes. Alors, il s'agit ici, pendant cette formation, de détecter ensemble avec les filles, je ne dirais pas seulement les forces, mais les faiblesses. Et quels sont les leviers, quels sont les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent pour qu'il y ait une symbiose, je dirais même une cohésion dans l'action menée par la femme, afin de ne pas se laisser décourager par ces pesanteurs-là. Comment faire en sorte qu'elles puissent s'affirmer? C'est ça qui est important. Cette initiative du réseau Afrique Jeunesse est saluée par les différents participants, d'autant plus qu'elle va amener ces jeunes filles à être des leaders de demain. Ça va permettre en tout cas de faire revenir en tout cas la femme au niveau des affaires. Et plus précisément, comme ils se sont focalisés sur les jeunes filles, je pense que c'est très important. Elles doivent se battre, elles doivent avoir confiance en elles-mêmes, se battre, mettre leurs projets en place. Cette formation initiée par le réseau Afrique Jeunesse s'inscrit dans le cadre d'un projet à cet effet. Un projet qui ambitionne étendre la formation à 50 autres filles du centre et de l'Est. Et l'autre moitié du ciel, toujours à l'honneur après la journée du 8 mars. L'amicale des infirmières du Burkina Faso célèbre ce jour la femme à travers des journées portes ouvertes à son siège à Ouagadougou et une campagne de dépistage gratuit du diabète et de la santé bucco-dentaire au profit des populations. Le coup d'envoi est donné en présence de Césaire Carfo et Tanga Kafando. L'amicale des infirmières du Burkina célèbre la femme à sa manière, des journées portes ouvertes durant lesquelles elle offre des prestations sanitaires au grand public. On va faire des dépistages chez les grandes personnes de diabète et d'hypertension par la prise de la tension artérielle. Chez les enfants, ça va être la sensibilisation en hygiène bucco-dentaire et le dépistage des affections ORL ophtalmo. Et c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et par ailleurs parrain de la manifestation qui ouvre le bal des consultations. C'est l'occasion pour nous de les magnifier en tant que femmes, mais également de les magnifier en tant qu'acteur principal au niveau de la santé dans nos pays. Le ministre de la Santé, patron de l'événement, par la voix de sa représentante, a également salué le travail abattu par ce maillon de la chaîne médicale et a encouragé les infirmières à travailler dans le pur professionnalisme afin de garantir de meilleurs services de santé aux populations. Au niveau des structures sanitaires, c'est les infirmiers et les infirmières qui constituent la première porte d'entrée. C'est eux qui accueillent d'abord le malade et le médecin vient après pour donner les orientations. Donc c'est un corps qui fait un travail remarquable depuis des années et dans notre discours nous leur avons dit de continuer et de faire tout pour se départir des mauvaises pratiques. Parce que vous savez également que de temps en temps, les populations ne sont pas contentes de nos formations sanitaires et c'était vraiment notre adresse à l'endroit de ces braves femmes pour que le racket, pour que le manque d'écoute du patient puisse être proscrit de nos structures hospitalières et qu'on tende aujourd'hui à l'humanisation des soins qui est un créneau pour le ministère de la Santé.
L'amicale des infirmières du Burkina regroupe environ 400 infirmières selon la présidente et œuvre entre autres dans la sensibilisation sur les questions de santé, l'encadrement et la formation de ses membres. En économie, l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso veut mieux se faire connaître des acteurs privés dans les hauts bassins. La PIB présente ses missions et ses ambitions pour l'investissement aux opérateurs économiques à Bobo-Dioulasso. La rencontre d'échange permet de recueillir les préoccupations du monde des affaires dans la capitale économique burkinabé, Amadou Lougué, pour les précisions. Attirer les investisseurs étrangers et favoriser l'investissement local, c'est la raison d'être de l'APIBF, l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso. Mais 5 ans après sa création en 2013, l'organisme reste mal connu, d'où cette sortie de la direction générale pour expliquer aux hommes d'affaires de Bobo-Dioulasso le bien fondé de cette structure créée par l'État. Aujourd'hui, nous sommes là à la Chambre de commerce, c'est pour rencontrer tous les acteurs économiques, pour mieux présenter l'agence qui n'est pas très connue dans le milieu des affaires et leur expliquer ce que nous leur avons apporté, ce que nous pouvons leur apporter, c'est-à-dire les accompagner au quotidien, les aider à lever des obstacles s'il y en a pour une meilleure gestion de leurs investissements. Communication suivie de débats. L'occasion est donc donnée aux acteurs économiques de Bobo-Dioulasso de recenser tous les obstacles inhérents à leurs activités. C'est nous qui sommes venus leur faire la proposition de les accompagner. Maintenant, eux, ils nous disent quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs préoccupations. Et ensemble, nous faisons des propositions de solutions que nous allons porter à la connaissance du Conseil présidentiel pour l'investissement qui va avoir une session dans quelques mois. L'APIBF ne finance pas mais conseille les investisseurs. Ces domaines prioritaires sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation, l'énergie et les mines. Le projet Résilience et croissance économique au Sahel, résilience renforcée, apporte entre autres réponses aux questions climatiques cruciales du moment, la facilitation de l'approvisionnement en eau. Le projet financé par l'Agence américaine de développement encourage l'utilisation des énergies renouvelables en général et celles solaires en particulier. C'est ainsi que des pompes solaires viennent d'être octroyées au centre Sainte-Famille de Saba. On suit l'installation des nouvelles machines de pompage avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Irriguer son champ sans arrosoir ou sans motopompe est désormais possible. Le centre Sainte-Famille, avec l'appui de l'ONG Practica Foundation, propose des pompes solaires en lieu et place de celles manuelles. Ces pompes ont la capacité d'irriguer de grandes surfaces et ont une consommation d'énergie réduite. Ce sont une quarantaine de pompes qui ont déjà été installées au Burkina Faso. Nous avons travaillé ensemble sur d'anciennes pompes, notamment la pompe Volanta, qui était une pompe manuelle qu'on a modulée pour que ça fonctionne également au solaire. C'est en écoutant un peu les maraîchers et en travaillant avec eux sur le terrain que nous avons réussi à déceler leurs attentes. Et on a travaillé avec eux à trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies pour mieux répondre un peu à leurs besoins. Le premier objectif, c'est d'abord de soulager nos frères et sœurs qui travaillent dans le secteur de l'irrigation, de manière à réduire un peu les efforts à fournir pour pouvoir produire, de leur permettre de produire davantage en utilisant cette technologie et puis en même temps de pouvoir participer à l'économie nationale, si cela est possible. Les utilisateurs reconnaissent l'avantage de cette technologie. Avant, j'arrosais avec la motopompe. Je pouvais mettre au moins 1500, 1200 pour arroser les petits. Quand j'ai eu la pompe volontaire, mini volontaire, ça m'a sauvé beaucoup. C'est super qualité, très bon même. Avec ça, j'arrose. Je ne cherche même pas l'essence. Le projet s'élève à près de 125 millions de francs CFA et couvre le Niger et 3 régions du Burkina Faso, dont le centre-nord, l'Est et le Sahel.
Culture à présent, bonne arrivée à la Mako, Papa François. C'est le titre d'un film documentaire sur la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou réalisé par Janus Mourovski. Un film documentaire qui relate les conditions de détention à la prison civile de Ouagadougou et qui laisse entrevoir une part de fiction avec des prisonniers qui se laissent aller à leur imagination voyant le pape François leur rendre visite et eux parlant de ce qu'ils endurent. La projection du film suivi de débats avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Une plongée dans l'univers carcéral burkinabé. Ce film documentaire, Bonne arrivée à la Mako, Papa François, relate les conditions de vie des pensionnaires de la plus grande prison de Ouagadougou. Conditions de détention que les détenus expliquent au Pape François dans une discussion virtuelle avec lui. Inspiré par les actions du chef de l'Église catholique en faveur des prisonniers, la réalisation du film ne s'est pas faite sans embûche. Et lorsque j'ai appris que le pape avait avait décrété le jubilé des prisonniers, c'est-à-dire une fête pour les prisonniers, je pensais que qu'il fallait que le monde entier le sache. Donc j'étais accompagné par les GSP. On se méfiait un peu de moi, on ne comprenait pas très bien pourquoi j'étais là. Les détenus m'effuyaient, mais peu à peu, j'ai commencé à rencontrer les gens. Les GSP se sont habitués à moi. Et lorsque je suis revenu une semaine plus tard avec la caméra, on ne me voyait plus. Après la projection, les cinéphiles ont pu débattre avec le réalisateur sur les conditions des détenus au Burkina Faso. Janus Mourovski travaille sur l'univers carcéral depuis plus de 18 ans dans différents pays à travers le monde. Hors de chez nous, au Kenya, on ne parle plus que de ce rapprochement entre le président et le chef de l'opposition. Hier, vendredi, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga se rencontrent à la surprise générale et à l'issue de l'entrevue. Les deux frères ennemis se fendent d'un discours inattendu en s'appelant frères. Donc, ils promettent de réconcilier le pays. La rencontre a lieu à quelques heures de la visite officielle du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Alors, Kenyatta et Odinga, prêts pour une véritable réconciliation? Adversaires irréconciliables pendant la période électorale, le président Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga décident à présent à enterrer la hache de guerre. Les deux hommes se sont engagés à réconcilier le pays à travers une initiative commune de développement. Engagement pris ce vendredi lors d'une rencontre inédite depuis les contestations qui ont fait suite au scrutin du 8 août dernier. Après la rencontre, le président Kenyatta a salué une opportunité de discuter des questions qui comptent pour les Kenyans. Nous sommes parvenus à une conclusion commune. Et cette conclusion est que ce pays, le Kenya, est plus grand que n'importe quel individu. Et pour unir ce pays, il faudrait que les leaders soient unis. Même son de cloche du côté de Raila Odinga. Nous sommes dans le même bateau, a-t-il commencé. Nous devons nous unir pour évacuer l'eau qui s'infiltre ou nous chavirerons. Nous avons fait beaucoup de chemin pour revenir en arrière. Nous ne retournerons jamais à la côte. Pourtant, nous ne pouvons pas atteindre notre destination. Notre seule option est de nous rassembler et de sortir des eaux de l'animosité que nous avons déversées dans le bateau, de peur que nous ne sombrions. La rencontre entre Raila Odinga et le président Uhuru Kenyatta est intervenue quelques heures avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Nairobi pour une visite de 3 jours. Également impensable il y a encore peu de temps, cette rencontre au sommet entre le président américain et le leader nord-coréen. Donald Trump et Kim Jong-un sont donc prêts pour se rencontrer et cela ne laisse pas indifférent. Le régime nord-coréen cherche depuis des décennies à organiser une rencontre avec un président américain. La dernière réunion à haut niveau remonte à l'an 2000 entre Madeleine Albright et l'ancien leader Kim Jong-il. L'ex-secrétaire d'État s'était rendu à Pyongyang avec l'espoir d'organiser une rencontre officielle entre Bill Clinton et le dirigeant nord-coréen. En vain, ce dernier n'avait pas voulu signer d'accord militaire avant la visite du président américain.
Au début des années 90, la Corée du Nord avait accepté de renoncer à ses installations nucléaires en échange de pétrole et d'une aide économique. Mais les négociations s'arrêtèrent net lorsqu'il apparut que le régime ne respectait pas ses engagements. Avec l'arrivée au pouvoir de George Walker Bush, les tensions reprennent de plus belle. Et après les attentats du 11 septembre, le président américain considérera la Corée du Nord comme faisant partie de l'axe du mal. Un an plus tard, la Corée du Nord se retire officiellement du traité de non-prolifération des armes nucléaires et en 2006, le régime procède à son tout premier test nucléaire souterrain. Malgré ce tir, Pyongyang signe en 2007 un traité à Pékin pour une dénucléarisation de la péninsule coréenne et fait détruire le site de Yongbyon tout en poursuivant parallèlement ses essais. Sous le mandat de Barack Obama, les États-Unis vont essayer de dialoguer avec Pyongyang tout en sanctionnant le régime. Après la mort de Kim Jong-il en 2011, son fils Kim Jong-un va relancer de plus belle la course aux essais de missiles balistiques et nucléaires. En décembre 2017, coup de tonnerre, Pyongyang lance pour la première fois un missile potentiellement capable d'atteindre les États-Unis. Ces essais vont provoquer la fureur du nouveau président américain. À l'ONU, Donald Trump ira même jusqu'à menacer la Corée du Nord d'une destruction totale. Rocketman est en mission suicide pour lui-même et pour son régime. Les semaines qui suivent, les deux dirigeants vont copieusement s'insulter, d'où la surprise lorsque la Maison-Blanche a confirmé jeudi soir que le président Trump avait finalement accepté de rencontrer Kim Jong-un, une première dans l'histoire des relations entre Washington et Pyongyang. Voilà, fin donc des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et à toutes.